Au Sénat, la commission d'enquête sur les marges de la grande distribution auditionne Michel-Édouard Leclerc afin d'éclairer la manière dont se fixent les prix en magasin et la répartition des marges entre distributeurs et producteurs. Pour suivre l'intégralité des échanges et les prochaines auditions, abonnez-vous, likez, partagez et activez les notifications. Nous recevons donc Monsieur Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Édouard Leclerc. Et puis vous êtes accompagné d'un collaborateur que nous avons déjà vu dans nos dernières auditions, mais que vous nous représenterez. Merci donc beaucoup, monsieur, de votre présence. Je vous rappelle en préalable les règles de nos commissions d'enquête, qui consistent à prêter serment avant d'être entendu. Je suis donc tenue de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission est passible de peines qui sont prévues aux articles 434-13-14 et -15 du Code pénal, et notamment de 5 années d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vais vous demander donc de prêter serment en ouvrant le micro. Donc vous appelez sur le petit bouton haut-parleur, voilà, levant la main droite et en disant « je le jure ». Donc je jure de dire la vérité, et je suis à côté de Alexis Bévillard, qui est le directeur des affaires publiques de Leclerc. Très bien. Est-ce que monsieur prendra la parole aussi? Sinon, je lui demanderai de... moi, ça me va très bien, mais c'est mon patron. A priori non, mais dans le doute, je le jure. Très bien. Merci, messieurs. Je vous demande aussi si vous auriez des liens d'intérêt, des actions conjoncturelles, ou enfin voilà, apportées à la connaissance des membres de la commission d'enquête. Non, je vais vous dire d'où je parle, puisque je ne suis plus salarié des centres Leclerc, mais ça n'a pas de conflit d'intérêt. Très bien. Merci beaucoup. Donc merci encore une fois, monsieur, de votre présence. Votre groupe, votre modèle coopératif occupe une place majeure dans la distribution aujourd'hui, et notamment votre stratégie du prix le plus bas est un élément absolument incontournable de notre modèle de distributeur, et donc nous souhaitons vous entendre sur la manière dont vous avez abordé ces négociations commerciales 2026, le rôle central ou la manière dont vous abordez aussi la formation des prix et les relations commerciales avec vos différents fournisseurs et producteurs agricoles, mais pas que, parce que vous savez que le périmètre de notre commission d'enquête ne se limite pas aux produits agricoles, mais également en l'occurrence au DPH et à d'autres secteurs. Vous nous parlerez bien sûr de l'organisation, si vous le voulez bien, du groupe Leclerc, avec notamment les centrales d'achat, les centrales de services. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un petit peu mieux comment vous formez vos prix, vos marges, comment vous orientez, je l'ai dit, vos négociations commerciales dans un contexte qu'on sait toujours assez tendu en France, puisqu'on se voit depuis quelques années dans le cadre des groupes de suivi des Galim, et comment justement vous mettez en place au quotidien et vous respectez les lois Galim. Donc on va fonctionner en 2 temps, si vous le voulez bien, voire même en 3 temps. Dans un premier temps, nous vous donnerons la parole pour nous apporter des éclaircissements et aborder tous les sujets que vous souhaiteriez aborder. Ensuite, c'est Madame la rapporteure qui posera un certain nombre de questions, et enfin mes collègues ici présents. Donc je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes, monsieur. Très bien. Très bien. Merci à vous. Merci de votre accueil. Donc bonjour Madame la Présidente, Madame la rapporteure, on dit rapporteur, la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs ici présents, et tous ceux qui sont devant cette scène, puisque c'est public et c'est filmé. J'ai répondu favorablement à votre sollicitation. Je veux bien exprimer d'où je parle, parce que vous l'avez évoqué, les groupes de distribution sont très différents les uns des autres. La compréhension des groupements d'indépendants est pas toujours facile quand le modèle d'entreprise intégrée est en tout cas celui qui est enseigné et qui est dominant. Et surtout, pour ma part, puisque je ne suis plus président exécutif des centres Leclerc, ça fait maintenant 8-9 ans, peut-être 10 ans même, que dans la suite des idées de mon père, j'ai été président des centres Leclerc à peu près, président et coprésident pendant 35 ans. Donc j'ai participé à son histoire. Nous avons changé nos statuts pour ressembler un petit peu plus à Coopérative U ou à
Intermarché ou Intersport, c'est-à-dire que pour protéger la marque, pour protéger l'originalité du mouvement Leclerc, sa charte de conduite, nous avons voulu, mon père et moi, que seuls les exploitants du panonceau Leclerc, de l'enseigne Leclerc, puissent maîtriser l'usage de la marque et le devenir de cette marque. Donc, j'ai quitté le conseil d'administration de cette enseigne. Ni mon père ni moi ne pourrions aujourd'hui être président de cette enseigne, n'étant pas exploitant de magasin. Et j'accompagne aujourd'hui les centres Leclerc, notamment à travers la réflexion stratégique, au comité stratégique. On dit souvent de moi dans les médias que je suis président du comité stratégique, mais ce n'est pas un outil juridique. C'est un forum où s'expriment les présidents de toutes les coopératives qui regroupent et qui approvisionnent les centres Leclerc, et aussi des personnes ès-qualité. Et mon travail est de les accompagner. J'ai une convention avec eux, j'exerce en indépendant, je suis indépendant avec les indépendants, et je travaille avec eux à l'élaboration de la stratégie. Je suis en quelque sorte leur influenceur, leur ambassadeur et leur fédérateur. Il me sera difficile de changer de nom, donc toute ma vie je serai Leclerc, et quelque part la seule manière aussi et la bonne manière de continuer cette œuvre, c'est de les accompagner. J'accompagne donc dans l'exercice, lui, de ses fonctions, Philippe Michaud, que vous avez reçu ici, qui est président exécutif des centres Leclerc. En fait, ils sont 3 coprésidents qui se sont répartis les tâches. Et puis chaque outil Leclerc, chaque coopérative dans le mouvement Leclerc, des coopératives d'approvisionnement, des coopératives qui s'occupent de l'IA, de l'informatique, à chaque fois dans le conseil d'administration, sont des exploitants. Le principe, c'est que celui qui prend des risques, celui qui investit, c'est celui-là à qui on doit laisser la responsabilité. Et donc ça résout aussi pour moi, à l'âge de la transmission, je vais avoir 74 ans bientôt, ça résout un petit peu aussi des possibles conflits d'intérêts, loi Sapin ou autres, puisque je me suis engagé alors dans l'humanitaire, mais dans la culture et dans l'éducation. Je suis aussi président du conseil d'administration d'une grande école de commerce, Neoma, qui a 3 campus, Paris, CRP, Reims, Paris, Rouen. Et puis je suis président du conseil d'administration de l'IRIS, qui a été créé par Pascal Boniface et qui est aujourd'hui un groupe de chercheurs en géopolitique, beaucoup d'étudiants et d'anciens ministres. Donc je peux, de manière tout à fait indépendante, proposer aux étudiants des cas de recherche, d'études, avec des fournisseurs de Leclerc, avec des concurrents, sans risque de conflit d'intérêts. Je suis complètement indépendant. C'est intéressant, c'est une manière de faire passer aussi aux jeunes générations l'expérience que l'IA n'a pas encore. Voilà. Je voulais... Bon, ça, c'est mon rôle. Alors, je ne suis pas le plus compétent... Alors, par exemple, je me suis exclu complètement de l'accompagnement de la négociation commerciale, ne serait-ce que pour les raisons inverses. Je ne peux pas être à la fois avec des industriels et même mes amis de produits en Bretagne et en même temps en négociation. Donc, je me suis exclu et je suis désolé, je peux répondre à la louche, mais je n'accompagne pas la négociation commerciale actuelle. Je suis forcément l'interlocuteur, l'interpellé de ces négociations, mais je ne suis pas votre meilleur auditeur pour rentrer dans le détail de cette négociation commerciale. En fait, ce que je vais imaginer comme propos un petit peu liminaire, c'est de vous dire 3 ou 4 choses. D'abord, bon, ça fait longtemps moins longtemps que vous, mais quand même, ça fait longtemps que je viens dans cette maison. Je pense que c'est peut-être ma 30e ou 40e audition. Ouais, c'était bien avant vous, je reconnais. Et en fait, je me sens toujours un peu interpellé sur la manière dont sont posées les choses de manière permanente et qui ne sont pas propres à vous, mais qui sont propres à peut-être à notre pays, à notre manière de penser. Je me souviens en première année de Sciences Éco, mon prof c'était à Montbard,
on disait beaucoup, la pensée des physiocrates, de Turgot, de Quesnay, imprégnait énormément les décideurs économiques français, selon lequel seule l'industrie et l'agriculture créaient de la valeur, et au fond, le commerce était assez parasite à cette valeur. Et c'est contre ça que mon père s'est levé. C'est pour ça qu'il a été le créateur du mot distribution. Je suis fils de diacre. Il est allé puiser dans un livre écrit par un évêque, l'économie distribuera. Il a été créé le concept de distribuer, qui aujourd'hui fait un peu soviétique, mais qui à l'époque s'opposait au commerce, à la spéculation, au marché noir, au moment où mon père et ma mère créaient les premiers centres Leclerc. Et mon premier propos, c'est de vous rappeler que même les physiocrates, Colbert, ont créé des routes de la soie qu'on appelait à l'époque la Compagnie des Indes. Et donc le commerce a sa raison d'être propre, crée sa propre valeur et participe de la création de valeur d'une économie. Et dans le monde turbulent qui est le nôtre aujourd'hui, plus que jamais, on le voit bien outre-Atlantique, on le voit bien très à l'est du côté asiatique, dans le pourtour Indo-Pacifique, dans la mer de Chine, hier appelée mer du Vietnam. Le commerce est très refondateur des rapports géopolitiques. Et donc pour moi, aujourd'hui, je voudrais, au nom de tous mes autres collègues de la distribution, je me sens près des gens de métier. Je suis un universitaire qui est venu rejoindre des praticiens du commerce. Je pense que le commerce doit être regardé comme un des grands contributeurs de la valeur ajoutée de l'économie française. C'est d'ailleurs là que l'État prélève le maximum de ses taxes, c'est à ce stade-là. Et c'est d'ailleurs le commerce et les services qui sont qui rapportent le plus au budget. Il ne faut pas oublier ça. Qui sont les plus taxés en matière de TVA. Donc, de fil en aiguille, j'ai du mal à comprendre, je sais que c'est vous qui allez poser des questions, mais je me pose la question de savoir pourquoi on s'obstine à vouloir partager la valeur créée par certaines professions. Il ne vous viendrait pas à l'idée de dire à un restaurateur qu'il fasse un menu à 15 € ou un menu à 200 € qu'ils doivent partager la valeur qu'il a créée avec l'amont, avec le producteur, avec l'industriel, avec le fournisseur, etc. Comment ? Oui. Il en crée, oui. S'il crée sa valeur propre, oui, qu'il la garde, mais là, en l'occurrence... En l'occurrence, un restaurateur crée de la valeur et personne ne lui dit... Bon, le poissonnier chez Leclerc, même s'il a acheté son poisson à la criée du Guilvinec, via un marailleur ou en direct, ou à Intermarché qui est très opérateur dans le domaine du poisson. Il lève des filets, il jette la moitié du poisson non consommé, ou il le transforme en soupe de poisson. Il présente son poisson, il entretient sa glace, la fraîcheur de sa glace, il a des coûts de chaîne du froid, des coûts de transport, il a son baratin, il fait vendre, il crée sa valeur. Le boucher, il a sa manière de découper la viande, de la présenter, de faire des filets. Le traiteur dans nos magasins fait de même. Et donc, je ne sais pas d'où on tire que le commerçant, et particulièrement la grande distribution, devrait partager une quelconque valeur, et en tout cas, je ne sais pas de quelle valeur on parle. Voilà. Le troisième sujet, c'est qu'on oppose les catégories, et quand je dis on, c'est pas propre aux politiques, hein, j'insiste, et c'est pas propre à vous, mais moi je vis ça depuis 40 ans, 45 ans. Industrie, commerce, agriculture. Je me demandais si c'était propre à la France ou si c'était propre à des pays cathos ou à des pays latins. Il n'y a pas ça en Italie. Hein. L'Italie est brodelienne. Tout le pourtour de la Méditerranée valorise la fonction commerciale et ils travaillent ensemble. Nos associés, nos alliés européens de Copitalia n'ont pas ces problèmes-là
sur le territoire italien. Dans les pays protestants, évidemment non. Sans citer Durkheim ou Max Weber, le commerce est co-créateur de la valeur de la chaîne. En Asie, la route de la soie précède la production industrielle, hein, on voit bien. Et il y a quelque chose quand même si Alexandre Bompard vous irritait un peu hier en le disant, mais il y a quand même quelque chose de fondamental, d'historique, de factuel dans la manière de voir les choses. Et donc, moi, je pense que justement, plutôt que de s'opposer, il faudrait chercher tous les points d'ancrage et de valorisation. Je pense que plus 3, ça peut faire plus 4, quoi. Hein, voilà. Et pour que ça fonctionne, il faut de la transparence. Il faut de la transparence, et en fait, une grande partie des polémiques qui ont lieu aujourd'hui vient d'une sorte de refus de transparence. Et donc, pour autant que je ne suis pas d'accord personnellement avec, et que je l'ai exprimé, c'est dans la presse et dans les médias, avec certaines dispositions législatives qui ont pu être discutées ici, dans cette bonne maison et dans la maison d'à côté. Pour autant qu'il y ait ce débat, moi je suis pour je suis pour la préférence française, je suis pour la souveraineté, pour retrouver une forme de souveraineté et pas que alimentaire, énergétique aussi. Je suis, même si je suis régionaliste et breton, je me sens patriote, mais vous voyez, mais je je m'excuse, mais on va arriver à la fin du temps. Donc, ce que je crois, c'est que la division, les polémiques entretenues par des fédérations, quelles qu'elles soient, par des personnes, et j'ai peut-être participé à ça, voilà, comme ça c'est le chrétien coupable à parler. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons, face aux défis qui nous attendent, d'une mondialisation de la distribution, de l'impact technologique considérable que constituent les nouvelles plateformes qui arrivent, de désintermédiation notamment du commerce, et face aux grandes turbulences mondiales, je pense qu'il faut nous fédérer plutôt que de nous diviser. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Vous avez partagé votre vision. C'est vrai que vous avez part de votre constat d'une vision cloisonnée entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Nous espérons tous que plus 3 fasse plus 4. Et c'est dommage que vous ne nous l'ayez pas déjà expliqué, mais je pense qu'on va y venir avec les questions. Donc on va passer la parole à Madame la rapporteure. Alors, Monsieur Leclerc, merci de ce propos introductif. Alors effectivement, cette commission d'enquête n'a pas du tout pour objectif de diviser qui que ce soit, mais bien de comprendre comment sont fixés les prix qui arrivent jusqu'au consommateur, de voir comment est répartie la valeur tout au long de la chaîne, pas uniquement celle que vous créez vous, puisque pour que vous puissiez en créer, eh bien, il faut que d'autres en aient créé avant. Et c'est donc bien de cette chaîne-là dont il s'agit, et c'est tout au long de la chaîne que nous examinons la création de valeur, y compris celle faite par les industriels, et surtout celle qui est réattribuée, oui, celle des industriels et celle qui est réattribuée aux agriculteurs. Et c'est cela qui nous intéresse tout au long de la chaîne, de l'agriculteur jusqu'au consommateur, comment se distribue ou comment se répartit cette valeur. Alors, je vais commencer par ma première question. Vous êtes le leader incontesté de la grande distribution, ça a été très clair et tous les auditionnés avant vous l'ont dit. Vous détenez plus de 25% de part de marché, donc ce qui est quand même, j'allais dire, un beau score et une belle réussite. C'est vous qui donnez le tempo, y compris le tempo de la guerre des prix, puisqu'on voit bien que tout le monde vous court après vers ces prix les plus bas. Et nous avons reçu ici le directeur de Rélec, votre centrale d'achat, qui nous expliquait qu'il ne respectait pas la loi française. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Alors, d'abord, moi, je respecte la loi française, d'accord ? Ensuite, on peut contester une loi française sans être un brigand. D'ailleurs, les lois sont votées souvent avec des majorités faibles, et donc il y a des gens qui sont contre des lois, quand bien même elles sont adaptées, donc on les applique, mais on n'est pas forcément pour. Et puis, quelquefois, même quand il y a des contentieux, et ces contentieux, on les perd ou on les gagne. Mais rentrer en contentieux avec une loi, c'est pas forcément
un délit parce que, vous voyez, si vous achetez aujourd'hui du carburant moins cher, c'est parce que les centres Leclerc ont gagné devant la Cour de justice européenne contre une loi française qui nous limitait la possibilité de faire des rabais sur les carburants. Donc, ne nous envoyons pas trop de mots de l'égalité. Je vous rappelle qu'on sort d'une période Covid. Nous n'avions pas le droit, nos distributeurs, d'acheter ni de revendre des masques devant l'incurie de ceux qui devaient, l'impréparation de ceux qui devaient en acheter. Finalement, on nous a ouvert le droit et nous avons été acheter des masques et nous les avons vendus moins cher. Nous avons vendu des autotests et on les a vendus moins cher. On nous a retiré le droit, je ne sais pas pourquoi, des autotests de les vendre. Vous voyez, la loi, elle est aussi en opportunité, elle est en rapport, son application dépend aussi des rapports entre le politique et les corporations. En tout cas, nous, on a vendu 1,250 milliard de masques, alors qu'on est un mois avant l'autorisation, on n'avait pas le droit d'en vendre. Je dis ça juste pour dire, pour dédramatiser, pour remettre le débat de la loi dans un débat démocratique. Oui. On peut être... Nous étions dans une situation d'urgence qui peut-être nécessitait qu'on adapte les choses. Mais c'est pas à ça que je faisais allusion. Le directeur de RELEC ici ne nous a pas dit qu'il contestait une partie de la loi française, qu'elle n'était pas adaptée, qu'il n'en approuvait pas absolument tous ces termes. Il nous a dit qu'il ne respectait pas la loi française. Et si lui ne respecte pas la loi française, cela signifie que vous ne respectez pas non plus dans la mise en rayon des produits qui, eux, vont aller respecter intégralement la loi française. Je me trompe dans cette analyse ? Je ne connais pas le détail du contentieux qui oppose l'administration française à cette société belge qui regroupe des distributeurs de 10 pays européens sous enseignes diverses, Révé, Ahold Delhaize. Mais une chose est certaine, n'importe lequel des salariés ou des adhérents de RELEC, quand il vient en France, il respecte la loi française, comme un Belge qui vient en France respecte la loi française. Le contentieux qui est en cours, si j'ai bien compris, c'est de savoir quelle est la législation applicable à une société qui est basée en Belgique. D'accord ? Et donc, il ne faut pas faire passer pour des brigands des gens qui acceptent une loi, mais qui disent, au fond, il y a des Allemands là, il y a des gens qui sont aux États-Unis. Ahold Delhaize est à la fois aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Belgique, et ils disent ok, je viens passer, je coupe la ligne jaune ici en France. C'est le droit français qui s'applique. Donc, quand on est en Belgique, il pose la question il pose la question. Non, mais on va vous préciser la question. La question n'est pas de savoir si RELEC, effectivement basé à Bruxelles, respecte ou pas. La question est de savoir les marchandises qui transitent et qui sont achetées par le RELEC et qui reviennent en France, dans les rayons des magasins français. Donc là, la question que nous nous posons, c'est respectent-ils la loi française et comment est-ce possible s'ils ont été achetés dans le cadre d'une négociation qui ne la respectait pas ? Ils ne respectaient pas, on va être très clair, la non-négociabilité de la matière première agricole ou la date butoir, enfin ça peut dépendre des sujets. Donc la question qu'on vous pose en tant que responsable français, c'est pas ce qui se passe à Bruxelles, c'est comment les produits qui sont commercialisés dans les magasins français et qui sont achetés par la centrale RELEC en Belgique respectent le droit français. Mais la réponse est claire. Les représentants de cette société belge disent qu'ils sont sous le droit belge. Donc, non mais, tournez pas autour du pot. Il y a un contentieux de savoir à quel droit on se réfère. C'est pas moi qui vais le trancher. Je n'ai pas ce pouvoir sur nos amis allemands et hollandais. Donc, il y a un contentieux. La justice dira... Ce n'est pas la question, M. le Président. Mais si vous ne voulez pas répondre à la question, c'est ma réponse. On a compris. D'accord, voilà. On a répondu que vous ne voulez pas répondre. Alors, il y a quand même 70 manquements à la date butoir. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est quand même votre fournisseur principal. Je crois qu'il nous a dit qu'il vous fournissait, je ne sais pas, 70% des produits, j'imagine, que vous mettez en vente. Je dis 70%, je me trompe peut-être, mais en tout cas, une grande partie des produits que vous mettez en vente. Donc, c'est pas une question qui est anecdotique par rapport à vous. Donc, moi, je reprends la question. Je dis
Que pensez-vous du fait que votre fournisseur principal, qui est Eurelec, qui n'est pas tout à fait votre fournisseur, je l'entends, mais votre acheteur principal, qui est Eurelec, ne respecte pas la loi française? À un moment donné, vous pourriez, vous, en tant que principal distributeur français dont le nom est extrêmement connu, qui représente quelque chose en France, dire, eh ben non, on est en France, on respecte la loi française, et leur imposer. Vous avez cette possibilité. Nous, on a été étonnés, mais réellement étonnés. On ne pensait pas du tout qu'on était dans ce cas de figure. On pensait vraiment que Eurelec respectait la loi française. Ça nous a étonnés au premier, mais réellement au premier sens du mot. Écoutez, mes cours de droit sont derrière moi, ça fait pas mal de temps, mais si je prends d'autres alliances, Arte, service public français, télévision allemande, le siège est à Strasbourg. Quel est le droit applicable à Arte? C'est le droit français, c'est pas le droit allemand. Vous êtes d'accord? Air France KLM et SkyTeam. Quand on est à Amsterdam, quel est le droit applicable? C'est le droit hollandais. Donc, moi, dans le bon sens, je trouve que Eurelec dit quelque chose de normal en droit. Bon. Après, vous n'êtes pas d'accord, ou il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Allons jusqu'au bout de ce contentieux. Je ne suis pas capable, juridiquement, de rentrer dans le détail. Je reste au niveau du bon sens. Toutes les sociétés, toutes les alliances qui ont été conclues dans la téléphonie, dans la banque, dans l'agroalimentaire, en Europe, elles sont sous le régime, alors elles sont en droit européen, mais elles sont sous le régime du siège de leur établissement. On comprend. Oui, voilà. On comprend donc, Monsieur Leclerc, que vous approuvez la position des dirigeants d'Eurelec, qui ne cachent pas. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Je vous regarde, c'est votre manière de ponctuer les... Non, je vous estime, je crois au primat du politique, je salue votre rôle. Mais ne faites pas une conclusion qui dise ce que je n'ai pas dit. C'est quoi la conclusion? Parce que j'avoue que, monsieur, là, c'est assez compliqué de conclure ce que vous venez de dire, parce que vous nous expliquez qu'une société basée en Belgique respecte le droit belge. On est tous d'accord. Voilà. Je répète, la question pour nous, c'est de savoir que les produits achetés par cette centrale, commercialisés en France, parce que là, vous nous parlez de KLM et autres, mais tous ces produits, quand ils sont commercialisés en France, ils respectent le droit français. Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est comment ces produits commercialisés en France, attendez, vous dites des êtes-vous choses... sûr qu'ils respectent le droit français? Alors, c'est vous qui posez Donc vous ne répondez. C'est vous qui posez des questions, mais les produits de Nestlé que je vends en France, est-ce que vous êtes sûr qu'ils viennent de France? On va vous interroger. C'est vous le commerçant. Vous nous avez expliqué le rôle et l'importance du commerçant. C'est nous qui vous interrogeons. Je ne sais pas si quand ça vous paraît une évidence, comme il n'y a pas de transparence, et même dans l'application de la loi française, article 3, et qu'ils n'y sont pas obligés, je ne sais pas, vous ne pouvez pas dire que ces produits font l'aller-retour. Quand nous achetons des produits, quand j'achète des produits en France, je sais déjà pas, je suis déjà pas sûr que ça vienne de France. Et quelquefois, d'ailleurs, quand j'applique le seuil de revente à perte, je l'applique sur de la charcuterie espagnole, par la loi. Quand un salarié, un cadre ou un adhérent Leclerc ou de Révé est en Allemagne et qu'il négocie avec Procter, Unilever, Mars, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire que c'est un produit français. Je ne le sais pas. Nous ne le savons pas. Personne ne l'exige. Personne n'exige cette transparence. Et d'ailleurs, ce n'est pas la question. Je crois ce n'est pas la question. Avec Madame Monsieur Leclerc, ce n'était pas du tout la question. Je m'excuse de vous avoir mal compris. Vendu, acheté par Eurelec, arrivé en France, où était composé, était un produit français. Ça n'était pas la question. C'est que nous avons des règles très claires, qui ont pour objectif de défendre l'agriculture française, en particulier pour Egalim, que ces règles-là s'imposent à tous et s'imposent à tous les produits qui sont vendus en France. Et donc, effectivement, nous avons été étonnés de voir que Eurelec nous disait « mais nous ne respectons pas ces règles-là, puisqu'en fait, nous n'avons pas à les respecter. » Voilà, c'est tout. Donc, maintenant, on peut passer à la question suivante. Je crois qu'on a compris votre point de vue sur le sujet. On peut passer à la question suivante. La question suivante concerne la consolidation des résultats de vos centres distributeurs. Vous avez, et vous l'avez dit, un modèle indépendant qui est très particulier. Alors, vous dites qu'il y a un peu
singulier, mais qui quand même commence à être un peu copié, je trouve, ou en tout cas on voit bien que les modèles intégrés ont tendance à se désintégrer pour devenir de plus en plus indépendants. Donc moi j'aimerais vous interroger là-dessus, puisque ce modèle-là n'est pas soumis à la surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une grande entreprise, et pourtant Leclerc a un chiffre d'affaires qui est énorme, des bénéfices qui sont très importants, et il n'a pas du tout le statut de grandes entreprises. Et donc nous payons plus d'impôts. Et donc en cumul, nous payons plus d'impôts. Alors, parce que n'étant pas une grande entreprise, on ne peut pas déduire les déficits des bénéfices. Donc chaque centre Leclerc, chaque propriétaire, chaque exploitant de magasin Leclerc déclare ses bénéfices. Il a éventuellement un petit peu de défiscalisation quand il fait du financement humanitaire ou culturel, mais c'est très limité. Et en fait, aujourd'hui, les centres Leclerc de Brest ne peuvent pas déduire de leurs bénéfices les éventuelles pertes d'un centre Leclerc d'une autre région. Donc, l'addition de ces centres de l'impôt, que je ne connais pas, puisque je n'ai pas non plus de logique intégrée dans l'appréciation des centres Leclerc. Chaque centre Leclerc est responsable de ses risques et gardien de ses bénéfices. Ils ne peuvent pas bénéficier des déductions fiscales et des grands groupes. Et par rapport aux salariés, puisqu'en fait, c'est aussi, il y a aussi des impacts sur les salariés, puisque les salariés ne sont pas soumis aux mêmes règles, leur nombre n'est pas le même, puisqu'il est propre à chaque magasin, il n'est pas consolidé, ce qui empêche effectivement une organisation collective des salariés, une négociation qui soit une négociation centralisée. Donc, on est aussi d'accord sur le fait que ce modèle-là va aller générer des conditions plus précaires de vos salariés. Ah non, du tout. C'est une question, monsieur Leclerc. Non, vous avez pas posé... C'est une question. Sommes-nous d'accord que ce modèle génère... C'est bien. Voilà. Je peux dire, génère-t-il une précarisation des salariés par rapport à d'autres grands groupes intégrés ? Alors, d'abord, il suffit d'aller sur Gemini, ChatGPT, Google ou Mistral. Vous verrez quand même que nous ne sommes pas les rois des contentieux sociaux. Les centres Leclerc, parce que mon père était de cette culture-là, a inscrit dans le marbre de la charte Leclerc l'obligation d'intéressement et de participation au premier profit et jusqu'à au moins 25% des bénéfices avant impôt. Les salariés des centres Leclerc touchent l'intéressement, la participation. Ça représente quelquefois alors la convention des employés dans le secteur de la distribution obtient un 13e mois, mais avec l'intéressement et la participation, j'ai des collaborateurs, des collègues à Nantes, à Concarneau, qui ont des 14, 15, 16 mois de salaire. Et donc, c'est ce qui explique d'ailleurs que nous avons 85 ou 87% de CDI, que je donne beaucoup de médailles du travail c'est symbolique, mais à des salariés qui sont dans la maison quelquefois pendant 30 ans. Et en plus, nous recrutons assez facilement. Enfin, je veux dire, on a des problèmes techniques sur certaines catégories d'emplois. Et donc, mais globalement, on n'arrête pas de créer des emplois. On va encore en créer entre 2700 et 3000 emplois cette année. Ils viennent de chez nos concurrents, ou du monde industriel, tous ces salariés qui arrivent. A priori, donc ce serait prétentieux de ma part de nous dire vertueux, mais apparemment, il y a une attractivité de Leclerc et nous allons encore bientôt, je ne sais plus, 28 mars ou au mois d'avril, 21 mars, nous lançons la grande rencontre où plus de 40 000, 50 000 demandeurs d'emploi pourront venir, même sans CV, rencontrer le personnel dans chaque magasin, les dirigeants. Et en général, ça marche très bien. On souscrit même en une journée, quelquefois, plus d'1 millier de contrats. Donc c'est toujours très difficile dans une société bouillonnante et déchirée de mettre en avant sa politique sociale, parce que du coup, vous devenez la cible de tous.
Mais non, je suis assez fier de ce que tous les centres Leclerc de France respectent et d'ailleurs ne peuvent obtenir l'agrandissement de leur magasin, l'ouverture d'un concept d'espace culturel que si ils ont donné cet intéressement et de participation. C'est l'assemblée de leurs collègues qui valide ça, et c'est vraiment, je pense que c'est assez exceptionnel en Europe. Alors ça, c'est mon travail dans la stratégie, de voir comment, avec la robotique, avec l'IA, ça va se structurer, les niveaux d'emploi de demain. On est sur Leclerc 2030-2035, mais aujourd'hui, nous sommes très attractifs. Nous avons plus de 700 cadres à Toulouse, qui travaillent, qui viennent des meilleures universités, de Bangalore, de la London School, de l'Imperial School, et qui viennent travailler avec nous, qui sommes des hommes de terrain, à l'exploitation de l'IA. Ils ne viendraient pas chez nous, ils iraient chez Google, ils iraient chez Mistral, aujourd'hui, si on ne savait pas les payer. Bien, je vous remercie. Alors, dans un ouvrage qui est paru, Enquête sur Michel-Édouard Leclerc, que vous avez sans doute lu avec intérêt aussi, il est noté que certains de vos adhérents pouvaient contourner cette règle des 25% en gonflant les loyers, par exemple, qu'ils se facturaient à eux-mêmes. Qu'avez-vous à répondre à cela, puisque c'est une manière d'abaisser les marges? Je suis d'accord avec vous que voilà. Ce pourrait être une pratique, oui. Mais nous avons une secrétaire générale, Marie de Lamberterie, qui veille au grain, et je peux vous dire, et Philippe Michaud que vous avez reçu, sont très légitimistes. Je suis très fier d'eux, ils tiennent très très bien la promesse de mes parents. Non, donc ça ne se fait pas, vous voulez dire que... En tout cas, si ça se fait, c'est rectifié. D'accord, il y a des contrôles qui sont faits pour qu'il n'y ait pas d'abus sur le montant des loyers. Oui, ça fait vraiment partie des fondamentaux. Vous savez, l'enseigne Leclerc, je dis notre comme si j'y étais, comme si j'avais un magasin, mais l'enseigne Leclerc, aujourd'hui, elle est très demandée, quoi. Il y a beaucoup d'autres commerçants indépendants, d'autres affiliés, d'autres enseignes qui voudraient venir chez nous. Pour bénéficier de l'addition de chiffre d'affaires, ça pourrait faire sens. Certains parlent d'accroître leur part de marché. Nous sommes très rigoureux. Nous faisons de la croissance interne. Ce qui compte pour nous, c'est la qualité des hommes et des femmes qui vont exploiter les magasins. Et donc, nous ne sommes pas à la course pour reprendre des magasins. Nous avons des très bons directeurs de magasins ou des salariés qui pourront être de très bons Leclerc. Et nous avons... l'observation sur les qualités humaines, sur le respect de la charte Leclerc est primordiale. Pardon, ça fait très publicitaire, mais je peux vous dire que moi, j'ai ça dans le sang. Très bien. C'est vraiment. Moi, je pose des questions, ça me va. Si les réponses que vous donnez sous serment me vont bien, il n'y a pas de problème. Enfin, nous vont bien. Alors, je voudrais vous interroger maintenant sur la marque distributeur. Le 20 janvier 2022, vous avez dit, alors 20 janvier 2022, nous étions en pleine période d'inflation, et vous avez dit, nous prendrons sur nos marges MDD, marque distributeur, pour amortir l'inflation. C'est ce que vous avez dit. J'imagine que c'est ce que vous avez fait, ou en tout cas, vous dites souvent que vous l'avez fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, nous dire quelles ont été les évolutions des marges, quelle a été, l'évolution des marges sur ces MDD, et me dire concrètement comment cette réduction a été obtenue, et est-ce qu'elle s'est faite sur vos marges propres ou sur la négociation avec l'amont? Ou sur les volumes. Ou sur les volumes, bien sûr. En fait, j'ai été un des premiers à venir devant vous, devant vos collègues, pour dire l'inflation qui démarrait aux États-Unis. On est bien d'accord, quelquefois, si ma langue fourche, je fais amende honorable, mais j'ai une histoire ici. C'est dès cette époque, je suis venu demander une commission d'enquête. L'alliance avec Eurelec et à Copernic avec Ahold Delhaize faisait que, il n'était pas encore de Eurelec, mais je l'ai rencontré, le patron de Ahold Delhaize. Ils sont présents, ils font 60% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est lui qui a attiré mon attention sur l'inflation tout d'un coup effervescente qui arrivait aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai pu vous alerter. Le prix des conteneurs est passé, j'ai rencontré M. Saadé depuis, on n'est plus en polémique, mais le prix des conteneurs est passé de 1 500 € jusqu'à 17 000 €. Et vous, madame, qui vous occupiez beaucoup des DROM ou des DOM-TOM, ça joue beaucoup dans la détermination du prix. J'ai demandé une commission d'enquête parce que je voyais que même Joe Biden,
qui n'avait pas la majorité dans un Sénat républicain, a obtenu des commissions d'enquête pour accompagner les entreprises américaines, ou en tout cas, ça a permis de montrer que leur demande d'explication était accompagnée par le politique. Vous m'avez tous un peu dit que vous alliez faire une commission d'enquête, et en fait, dans le tirage je ne sais pas comment ça fonctionne, l'attribution des commissions d'enquête, il n'y en a pas eu. Hein. Donc, cette inflation est arrivée. Honnêtement, je ne faisais pas mon kéké, mais des demandes de hausse de prix de 38%, parce que ça a eu lieu, et depuis j'ai vérifié avec Thierry Cotillard et Dominique Schelcher, Thierry Cotillard d'Intermarché et Dominique Schelcher de Système U, ils ont eu les mêmes demandes. On n'avait pas d'explication, parce que même, c'est pas avec du blé ukrainien qu'on fait les pâtes, et en plus, l'Ukraine, si vous regardez les chiffres, y compris de Cyclope ou de Philippe Chalmin, il y avait toujours un commerce et un trafic par la Roumanie des céréales ukrainiennes. Donc on a vu que cette inflation était extrêmement spéculative. Vous vous rappelez que la moutarde de Dijon, qui n'est pas faite à Dijon, la moutarde est beaucoup cultivée au Canada, elle a disparu. Et donc on est parti sur une inflation à 28%, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Non, vous vous rappelez, je réponds à votre question. Sinon j'allais vous la reposer. Mais, on y arrive, d'accord. Oui, mais okay. j'ai besoin de moi-même d'ailleurs, pardon, vous m'en excuserez si je fonctionne comme ça, j'ai besoin de me remettre dans le contexte. Et donc, ce que nous avons fait, c'est nous avons pris la leçon que nous n'avions pas écoutée de Michel Biérot, qui a été un grand booster de Lidl, et nous avions compensé ces 28% d'inflation qui menaçaient nos clients et qui étaient pris sans explication dans le portefeuille des Français, en développant la marque EcoPlus notamment, donc qui était... Déjà, la marque repère est 20% moins chère qu'une marque nationale. Là, EcoPlus, on cartonnait. Pour qu'on ne dise pas « ils vendent de la merde », à chaque fois qu'on vend moins cher, c'est un peu le truc. On a mis le Nutri-Score, on a généralisé le Nutri-Score, et on a travaillé les recettes, et on les a mis sur Internet et sur les drives. Et donc, ça a boosté les ventes, plus 30% de ces produits. Petite marge, mais énormément de volume. Et donc, nous avons pu à la fois étendre énormément nos gammes, à l'heure où nos concurrents resserraient leur gamme pour des gestions de coûts. Nous avons au contraire ouvert nos gammes, développé nos gammes. La marque EcoPlus est devenue la marque la moins chère de France, et nous avons, dans le caddie du consommateur, dans le panier, puisque le caddie est une marque déposée, dans le panier du consommateur, aujourd'hui, nous avons pu permettre aux consommateurs d'accéder à ces baisses, ou en tout cas à des niveaux de prix plus raisonnables. Mais nous n'avons jamais eu, j'insiste, et vous n'avez pas, je pense, mais nous n'avons jamais eu d'explication de la part de nos fournisseurs sur la réalité des hausses de matières premières ou des surcoûts qui ont généré de telles hausses. Et vous savez, au siècle dernier, ces mouvements d'inflation ont créé des perturbations sociales très fortes, dans les années 30, et les commerçants ont été caillassés. Nous avons de concert, c'est comme ça qu'on s'est connus, les autres distributeurs. Nous sommes allés à la télévision aussi pour ça, pour expliquer que on va vous demander des réponses pas des marges plus courtes, monsieur, excusez-moi, parce que sinon on n'arrivera pas à passer toutes les questions. Vous allez avoir du mal parce Merci. que j'ai de la tchatch. Alors, moi, je vais continuer sur les marques distributeurs, puisque vous nous en avez beaucoup parlé. 60 millions de consommateurs a fait une enquête en 2025, une enquête qui montre que la qualité nutritionnelle et sanitaire de vos marques distributeurs est critiquable du fait de la présence d'additifs importants qui sont associés à des risques pour la santé. Avez-vous modifié vos recettes ? Est-ce que ça a évolué depuis ? Bref, quelle est votre analyse sur le sujet ? Je rappelle quand même que l'enquête portait sur 80 produits de MDD. Ouais. Alors, il n'avait pas pris toutes les je connais cette enquête, il n'avait pas pris tous les paramètres, mais de toute façon, nous acceptons la critique. Et même si elle est imparfaite, elle nous fait booster. À la même époque, Foodwatch attirait notre attention sur
le cheminement des encres de l'extérieur des boîtes vers l'intérieur des paquets de riz ou de pâtes, dont nous avions retiré, pour des raisons de sobriété et de consommation énergétique, les petits sachets qui isolaient le produit du cartonnage. Ils avaient raison. On fait analyser, et donc aujourd'hui, nous intégrons toutes les critiques des ONG, des pouvoirs publics, et ça, on est en évolution permanente. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller sur un plan 2030-2035. On veut être les meilleurs du marché. Il n'y a pas que le prix, la compétition. Il y a aussi les qualités nutritives. Et vous savez, l'intérêt de ne pas vendre que de l'alimentaire, mais de vendre par exemple aussi du multimédia, c'est de regarder comment la nouvelle génération, la vôtre forcément, la nouvelle génération achètent aujourd'hui des analyseurs connectés de ce qu'ils mangent, de la manière dont ils vivent et leurs préoccupations de leur corps. Il y a beaucoup de gadgetisation, mais ça nourrit une pédagogie de l'art culinaire qui n'est pas résumé à Top Chef et qui est sur les composants. Et franchement, j'y crois. Alors, pour que ce soit clair, on ne reviendra pas en arrière, on ne fera pas du Trumpisme et tout ça. Donc, on est complètement axé sur la modification des recettes, l'affichage des recettes. D'ailleurs, non seulement nous affichons sur nos marques le Nutri-Score, nous affichons, alors c'est Olivia Grégoire qui a appelé ça Origin Score, mais on avait commencé avant avec une autre appellation, mais c'est très bien. C'est donc l'information sur l'origine non seulement du produit, mais des principaux ingrédients qui font le produit. Et à partir de maintenant, à partir de cette année, y compris sur produits importés, produits européens, produits français, on peut pas le mettre sur le paquet parce que ça va bouger sans arrêt, mais on renvoie un QR code qui permet à des associations de consommateurs, des ONG ou aux consommateurs intéressés ou qui ont Yuka ou Too Good To Go et autres de connaître désormais l'impact sur l'environnement et même les conditions sociales de production de notre marque textile Tisaya. Donc on n'est peut-être pas les meilleurs, on est critiquable, mais on y va. Merci. Alors j'ai une série de questions sur les négociations commerciales. Maintenant, vous vous doutez, même si bien sûr nous savons que vous ne négociez pas ou plus directement, vous l'avez sans doute fait à un moment donné dans votre vie, mais là j'aimerais savoir, parce que on voit bien que c'est vous qui donnez le ton. Vous avez les prix les plus bas du marché, vous négociez les prix les plus bas du marché. À chaque fois qu'on a auditionné quelqu'un, il nous expliquait qu'en fait vos prix étaient tellement bas qu'ils étaient obligés d'avoir des méthodes draconiennes pour faire baisser les prix, pour essayer de se rapprocher au maximum de ceux que vous obteniez. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que... Alors, j'entends, vous le dites souvent, que c'est pour le bien-être c'est pour le pouvoir d'achat et donc le bien-être des consommateurs, mais il y a également les producteurs qui sont de l'autre côté de la chaîne et qui peuvent en pâtir. Donc, moi, j'aimerais savoir comment vous faites dans cette négociation pour assurer donc la matière première agricole. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui vous garantit et qu'est-ce qui nous garantit que la matière première agricole est assurée et sanctuarisée? Et puis, est-ce que cette recherche du plus bas prix n'implique pas des méthodes un peu violentes, un peu barbares que l'on pourrait modifier aujourd'hui? Alors, je vais essayer de faire court. Juste pour que vous vous rappeliez, pendant le Covid, l'agriculture ne pouvait pas exporter et la restauration était fermée. Nos enseignes, Intermarché, Carrefour, Système U, nous avons vendu l'entièreté de la production agricole française. D'accord ? C'est Bruno Le Maire qui avait organisé à l'époque des circuits d'échange. J'ai eu plein de fois Christiane Lambert. À chaque fois, on est capable de faire ça. D'accord ? Ça, c'est pour... La deuxième chose, c'est que on n'est pas moins cher. Foire au vin, Leclerc, c'est le premier. Et nous vendons des vins qui vont de 7 € à 600 €. On est moins cher sur le 7 € et le 600 €. Je veux dire, c'est pas une dégradation de la valeur. C'est juste un positionnement par rapport à des concurrents. Comment on obtient ça? C'est pareil pour la viande. On a des races à viande. On est un des plus gros acheteurs. Les centres Leclerc sont parmi les plus gros acheteurs de viande à concours dans le salon de l'agriculture, dans les foires internationales.
Dans le poisson, on est très gros débouchés, des huîtres. J'insiste, nous avons des gammes premier prix, mais nous vendons du premium. L'idée que développait ici Philippe Michaud devant vous et qu'on assume, c'est d'essayer d'être le moins cher que nos concurrents. Le droit français, c'est le droit de la concurrence, d'accord ? Et donc, et ça nous réussit. Casino, vous connaissez leurs difficultés, vous connaissez la difficulté du groupe Casino, la cession du groupe Casino. Casino adhérait à une plus grosse centrale d'achat que nous. Nous étions déjà moins chers, ils étaient 30% plus chers, c'est pas parce qu'ils payaient 30% mieux les agriculteurs. Donc il n'y a pas de lien entre le prix de vente, il y a un lien, mais il n'y a pas un lien exclusif entre le prix d'achat et le prix de rémunération de l'agriculteur et ce qu'on en fait. Pour vendre moins cher, il faut d'abord vouloir vendre moins cher. La famille Houzé, que j'ai respecté beaucoup, qui a relancé Monoprix et qui a introduit le commerce équitable et le bio en France, la famille Houzé, et quand elle dirigeait Monoprix, n'a jamais fait de Monoprix l'entreprise la moins chère, quand bien même elle avait un slogan... ils s'appelaient tous Uniprix, Monoprix, Prix Unique. Vous vous rappelez, hein, même Le Bon Marché s'appelait Le Bon Marché. Hein, donc, il faut une intention. Nos adhérents, mon père, ma mère, on oublie le rôle de ma mère, mon père et ma mère ont inscrit dans l'ADN des centres Leclerc, dans les conditions d'exploitation du panneau Leclerc, le fait d'être moins cher dans la zone de chalandise et moins cher sur l'ensemble des gammes. On n'est pas soldeurs, on n'est pas des brokers, on n'est pas des discounters, on n'est même pas des discounters. On veut vendre moins cher. Et donc, il n'y a rien qui ne s'oppose, et je finis là-dessus, donc il n'y a rien qui s'oppose à ce que nous respections ce que vous appelez la MPA, le prix de la matière première agricole. Alors, on n'est pas le premier client de l'agriculture en direct, hein, vous le savez. Donc, quand on connaît cette MPA, eh bien, évidemment, c'est la base en dessous duquel on ne descendra pas. On développe énormément les accords tripartites, et notamment sur la marque de distributeur. Je crois qu'on achète près de 350 millions de litres de lait en accord tripartite. Voilà, ça se met en place, même chez Dossi, avec les producteurs, etc. Donc, nous voulons, je le dis, voilà, et je ferai en sorte que soit respecté, vous voyez, même en le disant et publiquement, le prix de la matière première agricole, si c'est l'indicateur de rémunération à minima de l'agriculteur ou du producteur. Et après, c'est notre affaire d'être moins cher que Carrefour, que Auchan, ça n'a rien à voir. Vous voyez ? C'est pas... Et franchement, on a une concurrence loyale. Je veux vous le dire. Thierry Cotillard, il fait de la salle de sport 2 heures par jour, il veut être le premier. Système U, Dominique Schulcher, il est vraiment très bon. Et les magasins vendéens de Système U sont nos premiers challengers. Carrefour revient dans la course. On vient d'avoir 28% d'inflation. Ne faisons pas le procès du prix bas, s'il vous plaît. Enfin, c'est pas vous qui le faites, mais d'une manière générale, je le dis à la société française, on reviendra pas en arrière, on va pas restituer aux Français les 28% d'alimentaires qui ont été pris dans leur poche, dûment ou indûment, mais donc, quand même, respectons le combat pour le moins cher. Et il y a des gens qui vendent très cher, et qui n'achètent pas plus cher. C'est ça, le moins cher, si le fournisseur en amont est respecté. Oui. C'est-à-dire si la matière première agricole est respectée. Oui, j'accepte ça. Sinon, je défends le plus bas prix n'est pas le bon prix. Je défends ça. Ouais. Mais vous voyez, par exemple, quand il y a eu la hausse du cours du cacao là, qui est montée très haut, non, mais vous avez tous un problème avec Linte Ferrero, hein ? Non, pardon. Non. C'est un exemple. Le carburant, nous sommes le 2e distributeur de carburant en France, d'accord ? Donc nous achetons du carburant, comme il y a des cycles, il y a des courbes, pour nous prémunir, on achète du carburant pratiquement toutes les heures. Et d'ailleurs, on achète du dollar pratiquement toutes les heures. Je ne vous dis pas quelle heure, puisque c'est à chaque fois que la demande s'exprime, le cours augmente, etc. Donc, je veux dire à travers cet exemple que nous savons que Nestlé, Mars ou Mondelez, ils n'achètent pas leur cacao ou leur café en haut du cours. Ils font comme nous, ils lissent. Donc quand à la négociation commerciale, on vient en nous disant « ça nous a coûté 500% plus cher », la réponse c'est « bon,
repose ça et on repart sur une base plus Je crois qu'ils ont fait ça avec tous les distributeurs parce que vous nous avez tous, êtes tous venus nous le dire. Hein, oui, mais on ne le refera pas 2 fois parce que c'est ce qui s'est passé sur les pâtes pendant le conflit en Ukraine. J'ai encore quelques questions, donc je voudrais savoir si vous pratiquez, alors et si vous savez comment ça se pratique, la péréquation des marges. Alors, est-ce que vous en pensez? On n'arrête pas de dire qu'effectivement, les marges se font, elles sont à peu près, alors en fonction des uns et des autres, elles se situent entre 1 et 3%, on va dire, pour la grande distribution, peut-être un peu plus pour de la grande distribution spécialisée. Donc, moi, ma question est la suivante. Vous pratiquez la péréquation des marges. Certains rayons sont plus margés que d'autres. Certains produits sont plus margés que d'autres. Que pensez-vous de la discussion que nous avons maintenant depuis plusieurs mois sur la péréquation des marges? Est-ce que cette péréquation des marges ne va pas aller à l'encontre d'objectifs de santé publique, qui peut-être aussi vous éclairer sur pourquoi nous en venons aussi à discuter ici, dans un lieu qui est une institution française d'une politique commerciale? C'est parce que ça a un impact sur la santé publique, ça a un impact effectivement sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur la vie directe des gens et leur santé. Donc si on marge moins sur des produits qui sont gras, qui sont ultra transformés, si on marge plus sur des produits qui sont sains, ça pose difficulté, ça nous pose problème. Qu'en pensez-vous? D'abord, c'est bien que vous posiez cette question. Je ne suis pas un ultralibéral et juste en préambule à ma réponse, qui sera quand même plus courte, vous êtes dans votre rôle, je crois au primat du politique, et je pense que le marché a besoin d'être régulé, et je pense aussi que la confrontation des intérêts privés ne suffit pas pour nourrir un intérêt collectif. Donc c'est d'une manière je ne veux pas en faire trop, mais c'est une manière de vous reconnaître. Et en tout cas dans un moment difficile pour le monde politique. Oui, donc j'ai regardé aussi l'audition d'Alexandre Bompard sur le bio, et c'est vrai qu'il est le premier sur le marché du bio. Je pense qu'on est la plus forte progression derrière lui. Je voudrais vous rappeler qu'au départ, la plupart des fournisseurs de bio ne voulaient pas nous en vendre. Ouais. Soit les militants disaient on va pas vendre aux capitalistes et on va faire des chaînes circuits courts, etc. Bon, quand Bernard Tapie a racheté La Vie Claire et tout ça, ça a perdu un peu de sa saveur. Et même des boîtes comme Léa Nature, elles faisaient un peu pour la grande distribution et du sélectif pour les autres enseignes. En fait, c'est à partir du moment où la Scamarc, chez nous, la société qui fait les cahiers des charges des marques de distributeurs, Marque Repère, Ecoplus, on a lancé Bio-Village, et là on se développe très très fort. Je crois à l'avenir du bio. Il y a un trou là, parce que c'est dans la période d'inflation, ça faisait un écart de prix colossal. Et puis quand sur le marché de Concarneau que je fréquente, le bio est 40 ou 50% plus cher que le produit naturel, même si on sait que ça renvoie pas au même type de culture, la compréhension de cet écart c'est inaudible pour le consommateur. Donc là, moi, je crois au bio, on le développe et on va mettre le booster sur tout ce qui est raisonné, tout ce qui est meilleur pour la santé. Donc ce n'est pas que le prix, mais par contre, vous voyez, la nouvelle économie, il ne faut pas déjà par avance dire que ça va coûter plus cher, il faut juste se dire que la nouvelle économie, aujourd'hui, même pour nos agriculteurs, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle soit accessible. Parce qu'un prix, s'il n'y a pas de vendeur, si c'est pas vendu, ça fait pas une rémunération. D'accord ? Voilà. Et je vais dans votre sens. Le prix le moins cher, qui n'est pas le prix bradé, c'est la manière qu'ont des gens qui gagnent... le salaire médian en France, je crois que c'est 2010 ou 2020. Si le bio coûte 30 ou 40% plus cher, faut le rendre accessible. Vous voyez, c'est mon combat, c'est le combat des centres Leclerc. Et la compétition d'ailleurs avec Carrefour, Intermarché, Système U et tout ça, ça va. Elle dit Lidl, je cherche pas d'exclusive. Je pense que c'est sain. C'est sain. En fait, ceux qui ont vu dans le bio une sorte de fromage, un marché protégé, parce qu'ils étaient militants ou parce qu'ils étaient commerçants sélectifs, se sont trompés et ont trompé une partie des agriculteurs. Allons-y ensemble.
Je sais que j'ai pas répondu à votre question. Mais vous avez partiellement répondu puisque vous Merci. êtes allé à la question suivante directement. La question sur la péréquation anticipait juste la question sur le bio, mais c'était sur la péréquation donc un peu plus largement. Oui. En fait, c'était entre Nutella et les fruits et légumes, mais c'était pas entre le bio et le non bio. Oui, mais vous voyez, le biais de cette commission, c'est que vous êtes très agroalimentaire. Et vous êtes, en fait. Nous avons peut-être 70 000 références dans un centre Leclerc, d'accord ? Et même ce qu'on appelle alimentaire n'est pas alimentaire. Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. On ne fait pas 25% de part de marché. Hein. Sur un indicateur, on fait 24,5, mais ils vont revoir leur indicateur à la lumière des autres circuits de distribution qui sont arrivés depuis 10 ans. Je pense qu'on fait à peu près 17-19% de part de marché. La masse de produits alimentaires en France, je crois que c'est 350 milliards à peu près. La distribution en écoule 40%, c'est-à-dire que 60% sont hors circuit GD, grande distribution. Et je pense que ça va se fragmenter encore plus parce que les modes de vie des Français vont les amener à manger moins, mieux et ailleurs, pas forcément dans le mode traditionnel. En tout cas, c'est à suivre parce que c'est une des explications pour lesquelles on mange moins de viande ou en tout cas que nos producteurs de viande ont plus de difficultés. Mais par contre, la péréquation, mon métier, le métier de commerçant, eh ben c'est pas une péréquation de marge, c'est une péréquation de prix. Je pars avec des objets. Je suis commerçant, je m'installe dans une ville, j'ai des concurrents, je ne sais pas quel est leur plan d'action. Je pars sur un plan d'action et tout de suite, il y a des réactions aux réactions, etc. Et donc, on joue sur tous les claviers. La marge est une résultante. C'est pas un objectif stratégique. C'est une résultante de la stratégie. Donc, un Action arrive au bout de mon parking. Il est 20% moins cher sur le moment par rapport aux produits d'entretien auxquels j'ai. J'interroge, je suis adhérent Leclerc d'une coopérative régionale, j'interroge les copains pour savoir s'ils ont le même, si c'est local ou si c'est régional ou national. Et si c'est national, je vais essayer d'obtenir du fournisseur ou d'une marque de distributeur, de faire mieux que le prix qu'il fait, mais peut-être sur 3 articles plutôt que 1, etc. La marge, c'est ce qui restera de cette agilité. La force de Leclerc aujourd'hui, pourquoi on est numéro 1, c'est l'hyper-agilité de gens qui ne sont pas sur le court terme, qui ne sont pas des financiers qui passent de placement à court terme et qui, de toute façon, pour des raisons patrimoniales, savent que s'ils ne gagnent pas une année, ils entretiennent un capital, ils transféreront un capital et donc ils l'entretiennent, et ce faisant, ils entretiennent la performance de la marque. C'est ça la force que décrivait d'ailleurs Olivier Dauvert récemment en commentant Carrefour. Et donc oui, notre métier est un métier de compensation, tout le temps. Mais avec l'IA, ça va être tout le temps, vraiment tout le temps, quoi. Et c'est déjà le cas pour vous prenez les tours opérateurs aujourd'hui, et c'est un vrai sujet pour aussi le prix des spectacles de musique et de voilà. Mais si, parce qu'on vend ça, oui. Et on vend ça, et ça participe de notre champ de péréquation. Ça participe. Ne restez pas pour. Madame Christiane Lambert a raison, l'alimentaire sert de variable d'ajustement. Elle a en grande partie raison. Si vous enlevez les charges contraintes sur lesquelles transport, loyer, que les consommateurs ne peuvent pas arbitrer dans le moment de la hausse des prix, on ne peut pas non plus se priver les enfants de l'alimentation en termes de besoins. On peut se priver un peu de textile et on se prive de l'alimentation plaisir. Les vacances, je ne suis même pas sûr. Mais en tout cas, ça. Et là, nous, en face, on répond par un panel de réponses que n'a pas Lidl, que n'a pas Netto, que n'a pas Aldi. Notre attractivité, nous allons la chercher ailleurs. Notre compétition, nous allons la chercher ailleurs. D'accord ? Sur les voyages, sur la bijouterie, sur... Votre modèle. On a vu, par exemple, ce matin, lors de l'audition avec Grand Frais, qu'il y avait d'autres modèles, puisque eux font des marges assez exceptionnelles, avec uniquement de l'alimentaire. Oui. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs modèles qui peuvent... Moi, je voudrais... Madame la rapporteure, on n'a plus de questions. Juste deux petites questions, on a un peu encore de temps. Moi, je voudrais revenir sur, suite à votre développement. Qu'est-ce qui explique
à votre avis, les tensions dans le cadre de ces négociations commerciales en France, puisque les maillons de producteurs et de transformateurs qui sont quand même en grande difficulté économique. On parle régulièrement de la situation des agriculteurs, on parle même des défaillances d'entreprises en France à des niveaux très très préoccupants. Et une grande partie de ces acteurs se plaignent de négociations commerciales très tendues. Donc, en quelques mots, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire, pourquoi, à votre avis, nous n'avons pas des relations commerciales, parce que nous souhaiterions tous, on ne serait pas là aujourd'hui, plus pacifiées, comme, je ne sais pas, beaucoup de nos voisins européens, souvent on nous dit que ça va mieux ailleurs. Donc, pourquoi ? Enfin, c'est vous qui êtes les acteurs, ce que j'ai aussi redit à M. Bompard-hier, qui nous interrogeait, c'est quand même vous les acteurs. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas des relations aussi pacifiées ? Et la deuxième question, elle va avec, dans le même ordre d'idée, comment, alors peut-être que vous ne pourrez pas me répondre précisément, mais comme Relec, M. Michaud ne nous a pas répondu, en tout cas je ne l'ai pas revu dans mes notes, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre stratégie face à la MPA ? Quels sont les taux de rémunération, par exemple en 2024-2025, qui sont accordés sur les demandes MPA et sur les demandes MPI de vos fournisseurs ? Alors sur cette dernière question, vraiment, je ne sais pas vous répondre. Voilà, donc il n'y a pas moyen de l'avoir quand même, c'est un petit peu problématique, voilà. Ouais, mais je ne sais même pas si on fonctionne comme ça. M. Bompard, alors pour le coup, a pu nous donner des taux d'évolution moyenne de la MPA et de la MPI, prise en compte de la MPA, MPI en 2025. Donc ce serait intéressant que vous puissiez nous le dire, parce que pour le coup, là, on aurait le témoignage clair qu'effectivement, le prix bas n'est pas l'opposé de la rémunération. Non mais... Pourquoi vous dites cette phrase et pourquoi vous ne dites pas le prix élevé est l'opposé de la rémunération de l'agriculteur ? D'où on vient qu'on s'en prend à celui qui vend moins cher. Enfin, je polémique pas avec vous. Mais parce que ce que je viens de vous dire, c'est que nous, on écoute les acteurs amont de notre filière qui sont en grand danger, qu'on risque de perdre avec des enjeux de souveraineté agricole et alimentaire, et eux, ils se plaignent pas s'ils sont bien rémunérés en général. Mais celui qui vend cher, est-ce qu'il vend... il n'a pas de client, celui qui vend trop cher, monsieur le commerçant. Madame la présidente, s'il ne vend pas, il ne rémunère pas l'agriculteur. Là, vous allez nous expliquer que le prix le plus bas n'est pas l'opposé de la rémunération, mais que le prix le plus haut... Non. Dans un métier de compensation, si en vendant moins cher, vous vendez beaucoup plus de volume, en revenu, vous en avez plus. Alors que si vous êtes trop cher... Un producteur peut répondre à votre demande de volume. On sait très bien que ce n'est pas forcément le même producteur et que ça va peut-être être une somme de petits producteurs qui n'auront pas le volume, qui auront le prix bas, mais pas le volume. Alors, c'est vous qui posez les questions, mais je me pose quand même la question de savoir si le producteur a gagné quelque chose dans la disparition de casinos qui vendaient cher. Vous voyez ? Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Et donc, surtout pas nous. Non, mais c'est pour vous dire que cette focalisation que ne comprennent pas les consommateurs. Enfin, je veux dire, la popularité de Leclerc aujourd'hui, elle vient de ce que l'on fait, mais elle vient aussi de ce que, dans ces polémiques, le consommateur comprend que nous voulons vendre moins cher. D'accord ? Et c'est parce qu'il y a ce rapport de confiance aujourd'hui que nous sommes un excellent débouché, y compris pour les grands crus, y compris pour les belles viandes. Là, j'étais en Alsace. Vous savez, dans le cadre du traité avec l'Amérique Mercosur, je me suis engagé. J'ai hésité parce que je prends le train avec les gens de Naval Group qui ont aussi à l'Orient des choses à vendre à l'Argentine. Donc d'un côté du poulet, de l'autre côté peut-être des sous-marins. Bon, c'est pas faut être large, mais je me suis engagé, d'accord. Et je me suis aligné sur les propos syndicaux agricoles, ok, que ce soit pas contesté. Mais quand même. Je me suis perdu. Mais oui, surtout, vous n'avez pas répondu à la question. L'Angus. Voilà. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est parce que je suis une enseigne pas chère, que je représente une enseigne pas chère, que je pensais Mercosur parce que je pensais Angus. Les Alsaciens, les éleveurs de la Palle, ont choisi Leclerc pour commercialiser
de l'Angus alsacien qu'on va trouver chez Leclerc d'abord et après partout dans la distribution. C'est-à-dire que pour vendre une viande plus maturée, plus chère à élever, ils ont choisi une enseigne à Aubernais qui a cette confiance des consommateurs. C'est pareil pour les grands vins de Bordeaux. Au départ, ils ne voulaient pas... Alors aujourd'hui c'est hors de prix, mais ils voulaient pas ils voulaient vendre à Nicolas, à Bacchus, ils vendaient pas à Leclerc. Et quand ils ont vu qu'on savait vendre des vins plus chers mais moins chers, sans casser la qualité de leur label, voilà. Donc nous, en vendant moins cher aujourd'hui, je pense que nous offrons des débouchés sécurisés, croissants à l'agriculture française. En tout cas, c'est l'objectif. Très bien. Bon, je n'aurai pas ma réponse à ma question, mais je vais donner la parole à Evelyne Renaud-Carabédian. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, j'ai 3 questions à vous poser. La première, on parle souvent de guerre des prix entre les distributeurs français, mais aujourd'hui, la pression ne vient pas simplement de la concurrence de nos grandes enseignes, mais des plateformes comme Temu, comme Chine et d'autres acteurs discount qui sont très efficaces et qui proposent des produits qui sont importés à des niveaux de prix extrêmement bas grâce à des structures de coûts et des cadres réglementaires qui sont totalement différents de ceux que nous sommes, nous, obligés de respecter. Cette concurrence exerce une pression directe sur les marges, notamment avec le non-alimentaire, et fragilise les commerces de proximité. Est-ce que la véritable guerre des prix n'est pas désormais celle qui oppose les distributeurs traditionnels en France à ces nouveaux acteurs mondialisés? Et comment, selon vous, ces modèles nos modèles français peuvent résister sans entrer dans une spirale de prix? Je veux bien répondre un par un. Parce que un par un, allez-y, si vous voulez. J'ai du mal à mémoriser. C'est un vrai. D'abord, il y a un vrai problème, quoi. Je ne sais pas qui représente les intérêts français face à ces importations à très bas prix. Je suis pour la liberté, un maximum de libre-échange, mais quand, évidemment, ces produits arrivent bien en dessous de nos capacités de production, de nos seuils de coûts de production et de rémunération, il y a des dispositions à prendre. Alors, on me dit c'est l'Europe. Moi, je peux vous dire 45 ans de métier, j'ai jamais été sollicité. On est premier distributeur français, on n'a jamais été sollicité. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Et donc je suis disponible, ou les adhérents Leclerc sont disponibles pour venir équiper une task force. Nous savons acheter, nous saurions négocier. Négocier n'est pas un péché. Nous saurions négocier, mais je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on parle des taxes aux États-Unis, on parle des taxes en Inde, je ne sais pas qui détermine les seuils d'acceptation de ces produits, d'accord? Donc c'est un premier sujet. La deuxième chose, c'est que vous avez raison. Une partie des tensions actuellement, industrie, commerce, tous les métiers de la société française sont impactés aujourd'hui par les géopolitiques. Hein. Moi, j'apprends ça à l'IRIS, je vois, il y a plein de jeunes chercheurs. Vous voyez arriver Shein. Alors, tout le monde polémique sur l'immoralité, sur les aspects écologiques et tout ça, mais le système lui-même de Shein, il n'est que l'avant-garde de quelque chose qui va nous arriver. Ce sont des plateformes d'industriels qui désintermédiisent la fonction commerciale. Ce sont des industriels qui font des séries courtes et qui... il n'y a même plus à faire de précommande, de commande, ils n'ont pas de problème de trésorerie, il n'y a pas de problème de stock. Et donc, c'est la continuité d'Amazon en encore plus circuit court. Et d'ailleurs, rien ne dit qu'écologiquement, il n'y a pas des choses à apprendre là-dedans, puisqu'il n'y a plus de stock et il n'y a plus de surstock. Et donc ça, ils arrivent derrière le comptoir, pas la marge qui est devant, mais derrière... là où les industriels ou les magasins français de textiles prenaient leur marge alors qu'ils importaient 90% de la zone Indo-Pacifique ou du Bangladesh, là, ces fournisseurs, carrément, restituent cette marge directement aux consommateurs. Plus même, puisque la politique chinoise est de pousser ces produits, puisque le marché chinois ne les absorbe pas. Donc, ce qui vient de nous arriver avec Shein va nous arriver avec JD,
Personne ne connaît JD encore ici, mais donc il fait partie des futurs coactionnaires de la Fnac, mais ils sont aussi en train d'acheter, de préparer leur plateforme. J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps avec justement Philippe Michaud et un certain nombre de leaders de Leclerc. Vous allez, Alipay encore est un petit joueur ici, Etsy, vous allez voir arriver. Personne ne connaît les plateformes indiennes. Vous allez voir, ils vont amortir très très vite ces innovations sur une population de 1,5 milliard d'habitants. En tant que Neoma, là, on cherche des écoles pour nos étudiants à l'étranger. Le Nigeria, personne ne regarde, mais c'est 320 millions d'habitants à l'échelle de 2040. Donc ce sont des pays qui vont pouvoir amortir très vite des chaînes de production. Nigeria plus Afrique du Sud, vous allez voir, c'est un vrai enjeu. Et donc, oui, je vous le dis, ne refaisons pas la même chose que les commerçants français face au web commerce venu d'ailleurs. Nous avons choisi d'être multicanal. Leclerc, nous, les ploucs de province, là, on appelle ça dans le Finistère, on ne s'est pas intégrés. On a appris à travers la maîtrise du drive à parler aux consommateurs sur le net. Puis aujourd'hui, on est la 5e application française. Leclerc, c'est le premier site français de web commerce. D'où on vient, moi je suis né dans les pattes des salariés de mes parents, d'où on vient, on a su anticiper. Mais vous voyez, c'est ça, il faut alerter les bébés, comme on dit, il faut alerter les commerçants, les restaurateurs, toutes les prestations de services. Il va arriver une technologie, une robotisation, une IA qui va casser la rente, fût-elle déjà non rentable. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on a un travail pédagogique à faire. Moi, c'est pour ça que je reste dans le circuit. C'est que je le sens, je le vois. Avec Philippe Michaud, on est allé il y a 15 ans voir à Seattle et à San Francisco, regarder un Jeff Bezos. N'oubliez pas, hein, Jeff Bezos, c'est d'abord un libraire. C'est un libraire qui résout un problème logistique. Nous, on est tous en train de regarder combien de marge il prend. Retenez bien ça. On regarde combien de marge il prend et quel prix il vend, alors que c'est derrière le comptoir qu'il organise une logistique, qu'il transforme sa plateforme, qu'il raccourcit les coûts d'exploitation de son approvisionnement, et tout d'un coup il se dit, si ça marche pour moi, je peux vendre d'autres types de produits que de la librairie. Puis Amazon 3, il fait une place de marché, il arrive en France, 17 ans après, on dit il gagne pas d'argent, alors qu'en fait tout l'arrière-cours est rentable, vous voyez. Alors on va prendre la seconde question de notre collègue. Non, mais je vous alerte de ça, parce que personne n'en parle comme il faut. Enfin, je veux dire, il faut parler de Chine. Ouais, mais nous faisons partie des sachants. Je peux vous dire que, vu de nos landerneaux, personne ne se rend compte de l'ampleur de l'impact. Et vous me demandiez pourquoi ces tensions ? Eh bien parce que justement, ça va toucher aussi ce monde industriel, y compris ces coopératives, qui quelquefois ne sont plus vraiment des coopératives, qui sont des groupements, qui ne sont pas si transparents, qui ont aussi ça va toucher la puissance publique dans sa capacité d'achat aussi, hein, l'UGAP et tout ça. Ça doit nous remettre en cause. Donc, peut-être qu'il faut diaboliser, mais en tout cas, ça va arriver. Donc, nous, on relève le défi avec la multicanalité. De notre collègue, s'il y a encore d'autres questions. Depuis plusieurs décennies, l'accès à des produits alimentaires qui autrefois étaient réservés à des consommations occasionnelles, comme par exemple du saumon, des fruits exotiques, des produits festifs, c'est largement démocratisé. Cette évolution a rendu ces produits accessibles toute l'année à un public beaucoup plus large que précédemment, grâce à une logique d'accessibilité permanente et de prix qui sont contenus. Cette massification a profondément transformé les filières, augmentation des volumes, standardisation des productions, organisation industrielle plus poussée et pression constante sur les coûts. Les enseignes fondent leur modèle sur la promesse de prix bas, ont accompagné et structuré cette évolution. Le débat récurrent sur les marges dont on parle depuis plusieurs semaines dans la grande distribution ne trouve-t-il pas son origine dans cette philosophie d'accessibilité généralisée qui, progressivement, petit à petit, a déplacé le centre de gravité de la construction du prix vers le consommateur plutôt qu'à partir du coût économique en amont chez l'agriculteur? Oui, je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que nous ne sommes pas les censeurs du marché. Enfin, le problème, heureusement d'ailleurs que nous ne sommes pas les censeurs du marché. Mais quand j'étais adolescent,
il n'y avait pas de saumon, on mangeait du saumon qu'à Noël. Aujourd'hui, ça s'est vulgarisé. Tout le monde boit. La balance commerciale, elle est déficitaire à cause du café, du cacao et du saumon. Vous enlevez ces 3 denrées, elle est excédentaire. C'est-à-dire que même en période d'inflation, les consommateurs ne se sont pas privés de café, de chocolat, ni de saumon. Voilà. Après, faut-il le leur reprocher ou pas? On est en démocratie, hein, c'est compliqué. Moi, les Parisiens, quand ils viennent en Bretagne, ils mangent de la lotte. Moi, quand j'étais petit, la lotte, c'est le poisson qu'on mangeait pas. Hein. Voilà, ça, vous pouvez, le consommateur est roi quand même. Vous voyez, on peut opposer une politique d'offre et une politique de demande, mais la mode, c'est clairement l'offre qui insinue. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des groupements de producteurs de lancer sur le marché d'autres denrées? C'est un peu ce que fait Danone avec le Skip, avec le Skir, avec le iPro ou iPro. Ils vendent des protéines plus que du goût. C'est un peu ce que font aussi derrière chez moi en Bretagne les producteurs de Savéole ou de la Cicade Saint-Paul-de-Léon, mais ils sont critiqués. Ils font de la fraise sous serre, complètement vous allez voir, sans émission de carbone, en recyclant de l'énergie. Goût, c'est pas tout à fait encore ça, mais bon, ils amènent de nouveaux produits, de nouveaux projets. Leurs parents étaient agriculteurs de pleine terre et eux aujourd'hui ils sont sous serre. Ils renouvellent l'offre. Voilà, et c'est cette dialectique entre l'offre et la demande qui fait le marché. Hein. Je ne sais pas vous répondre. Je ne peux pas empêcher. En fait, c'était. J'ai l'impression aujourd'hui, d'après toutes nos auditions, que le prix est fixé en fonction du consommateur et non pas en fonction du coût du producteur. En fait, c'est ma question. Ah oui, ça dépend des enseignes. Non, c'est le marché qui fixe le prix. Attendez, il y a plein de choses. Moi, je comprends je comprends le producteur. Hein. Je vois les lignes de coût, d'accord ? On parle du producteur. Après, il y a des grands producteurs qui peuvent lisser leurs coûts, qui ne l'ont pas fait. Un investissement, ils l'amortissent. Une augmentation du prix du cacao, ils veulent prendre la mise tout de suite plutôt que de le lisser. La négo n'est pas que la hausse ne passe pas, c'est de la lisser. Vous voyez, là, ce qui s'est passé pour les 28%, c'est ça. Et puis, il y a une financiarisation du marché qui fait que les matières premières ne sont pas achetées uniquement pour leur usage, et que ce sont des marchés extrêmement spéculatifs, ce sont des marchés placiers, avec des algorithmes qui achètent le cacao, qui achètent, et maintenant des places d'avion, et tout ça. Et donc, oui, il faut réguler ça. Je ne vous conteste pas dans la loi Egalim, j'insiste, la tentative de protéger, de sécuriser, de sanctuariser la matière première agricole. J'ai le temps encore de poser la dernière ou je laisse mes collègues? Il y en a encore quelques-unes, on reviendra après si on a encore un peu de temps, Evelyne, merci. Donc Jean-Claude Tissot. Oui, merci. Moi, je vais être assez bref et direct. C'est plutôt des compléments d'information. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre discours, dans le propos liminaire, de transparence et de clarté. Et ça me convient très bien. Mais à la question de Madame la rapporteure sur sur les loyers, sur la manière où on pourrait imaginer, nous, depuis notre place aujourd'hui, que c'est assez bien organisé pour écraser une marge ou un bénéfice, et l'organisation de votre structure, en décentralisant, si j'ose dire, les magasins, la marge, ce qu'a dit Madame la rapporteure, le coût du magasin, de par sa location, sa construction, etc., à travers une SCI, j'en sais rien, et sa rémunération, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de règles, et vous nous avez dit que vous étiez attentif à travers des gens qui vous sont proches, mais en fait, c'est de l'arrangement à l'amiable. Ah non. Il y a vraiment une règle d'établi, de plafond, au mètre carré, on ne peut pas dépasser telle chose. Nous avons d'abord, les jeunes qui montent leur magasin, ils sont parrainés par de plus anciens ou plus experts que eux. Et donc, eux sont gardiens du temple. Et je peux vous dire qu'ils ne laissent pas dériver. Et eux-mêmes sont mis en cause. C'est une sorte de compagnonnage, mais qui respecte le cahier des charges de l'association des centres Leclerc. Un adhérent Leclerc. Alors, nous avons des indicateurs. Par région, déjà, ils se font leurs indicateurs. Ça ne remonte pas forcément aux nationaux. Les centres Leclerc sont concurrents entre eux.
de par la loi et dans les faits. Dans le Finistère, il y a un Leclerc dans chaque ville. Je peux vous dire qu'en zone d'attraction, ça dépasse le Châteaulin ou Carhaix, ça castagne. Donc en fait, qu'ils aient des loyers ou pas des loyers, qu'ils soient loueurs chez Unibail Rodamco ou qu'ils soient propriétaires, nous ce qu'on regarde d'ailleurs, c'est les écarts de prix. Donc les centres Leclerc doivent être premiers. C'est l'indice Nielsen que tous les autres concurrents ont aussi. On a un indice sur les majeurs, les principaux articles, c'est 5 ou 6 000 articles, et on a l'indice exhaustif. Et donc tout adhérent qui dépasse un certain nombre d'indices est convoqué par ses pairs, puis convoqué par une commission nationale. Et je ne dis pas que c'est la cellule du PC d'autrefois où Aragon éjectait ses ennemis, mais c'est très directif. Oui. Et que loyer ou pas loyer, parce que certains sont locataires, beaucoup sont locataires aussi, mais par contre, ce qui compte, c'est l'impact consommateur. C'est le prix réalisé au consommateur, d'accord ? Et ça, écoutez ça, on est comme à l'école. On se classe du premier au 495e, on se classe. Je peux vous dire. Et pour être nommé au conseil d'administration de tous les organes du groupe, il faut être dans la meilleure moitié. D'accord. Oui, rapidement. Au lendemain de la crise inflationniste qu'on a pu vivre, vous disiez que les produits bio étaient 40% plus chers. Oui. Sauf que les producteurs bio, vous ne rémunérez pas 40% plus cher une pomme bio par rapport à une pomme de base. Ouais. Donc, où est la différence Pourquoi c'est aussi élevé Pourquoi la différence est aussi élevée? C'est ça qu'il faut que vous regardiez. Non, mais je pose la question. Est-ce que chez vous, quand vous achetez un kilo de pommes bio, elle vaut 10, quand vous achetez une pomme non bio, elle est à 60, quoi, donc à 6, quoi. Donc, pourquoi il y a cet écart de prix, quoi? D'abord, Comment? Non, je dis en 2 mots parce que... En 2 mots. En fait, le bio a voulu être... Enfin, les fournisseurs de bio, je ne parle pas des producteurs, mais ceux qui achètent à la production et qui servaient d'intermédiaires et qui livraient bio c'est bon, je ne sais pas, ils ont voulu faire du sélectif et donc ne pas être en compétition avec les grandes surfaces. Donc c'est devenu un marché dans le marché et avec moins de concurrence. Et c'est ça qui fait que aussi les prix étaient trop élevés. Mais j'insiste, il ne faut pas rester sur la mauvaise image du bio. Il faut aller sur le bio, d'accord? Il faut aller sur le bio. Là, vous prêchez convaincu. Très bien. Ouais. Evelyne, tu voulais poser une dernière question? Pourquoi votre modèle qui aujourd'hui est particulièrement performant et on a pu le constater et qui est solidement implanté en France, n'a-t-il pas été porté plus largement à l'international? Alors, si, mais pas par nous. Nous, on est un collectif d'entrepreneurs familiaux indépendants. On sait s'auto-stimuler et se contrôler à 2 heures d'avion, quoi. On a des Leclerc au Portugal et en Espagne, et il y a des Leclerc en Slovénie et au Luxembourg. On a repris les Cora du Luxembourg. Quand vous habitez Thionville et Luxembourg, c'est une longueur de voiture. Et nous sommes en Pologne. Nous sommes en Pologne. Mais nous ne savons pas déléguer nos coopératives. Nous sommes des coopérateurs. Nous sommes des gens qui prenons les mêmes trains, les enfants se connaissent et tout ça. On ne sait pas faire moi, j'ai été très sollicité pour implanter au Maghreb, par exemple, des centres Leclerc ou au Moyen-Orient. On a formé des jeunes pour y aller. Les uns se sont fait taper, il y avait des droits d'entrée. Les autres ont préféré devenir diplomates en Afrique, aussi en Côte d'Ivoire. Le Quai d'Orsay nous a beaucoup poussé aussi à former des jeunes, mais bon, quand ils reviennent, être formé dans un truc qui marche, ça vous donne aussi peut-être quelquefois un surcroît d'ego qui fait que vous faites pas ce qu'il faut. Enfin, je sais pas raconter cette histoire, mais nous sommes un petit joueur à l'international. Par contre, à l'international, il y a, si vous allez en Suisse, les 2 leaders du marché sont des coopératives, l'une de consommation et l'autre indépendant. En Allemagne, en Italie, Conad
qui est allié avec Intermarché et Coop Italia qui travaille avec nous. Il y a une coopérative d'indépendants, une coopérative de consommation. En Italie, la Coop marche bien. Et dans toute l'Europe du Nord, éthique protestante, de la fourche à la fourchette, ça, pour eux, ça fonctionne très bien. Mais ceci dit, ils n'ont pas un secteur agricole non plus aussi développé. Hein. Alors, il reste 2 questions, Jean-Claude Tissot et Daniel Gremillet. Très rapidement, vous avez abordé tout à l'heure le Nutri-Score. Oui. Est-ce que, à votre avis, de mettre les fruits et légumes, mettre un Nutri-Score sur les fruits et légumes, en y associant les origines, la saisonnalité, est-ce que pour vous, c'est imaginable? Ouais, il faut faire attention de ne pas noyer le poisson, quoi. On a beaucoup de choses à mettre sur les... On a beaucoup d'informations et de pédagogie à faire passer, hein, ne serait-ce que dans le non-alimentaire, tous les petits colis. Enfin, moi, je suis pour la contribution... Ouais. Alors, vous voyez bien, déjà, tous les AOP, déjà, le Nutri-Score, ils veulent pas en être, hein, parce que la cuisine française traditionnelle, fruits et légumes naturels, fruits et légumes, sans pas de préparation. Ouais. Le fait de mettre Nutri-Score sur une pomme ou sur une poire, évidemment qu'elle va être... Et puis les QR codes, comme vous disiez tout à l'heure, on peut peut-être mettre un QR code sur le bac. Mais je suis pas contre. Hein. Non, mais l'idée, c'est d'encourager à vos clients d'acheter des produits de saison, pas acheter des fraises maintenant, quoi. Voilà. Et si on mettait un Nutri-Score et qu'on associait un indice de saisonnalité ou d'origine. Oui, c'est pas idiot. Pardon, c'est intelligent. Bon, merci. Mais voilà, est-ce que c'est à votre... est-ce que vous êtes capable de le mettre en œuvre? Parce que nous, l'objectif, c'est que nos producteurs français soient prioritaires, entre guillemets, et deviennent prioritaires de... Oui. Alors, vous voyez, c'est plus facile à faire dans le midi de la France que dans le nord, quoi. Hein, parce que quand on dit aux gens... parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein, quand on dit aux gens du nord, ou même chez moi en Bretagne, manger des produits de saison, ben oui, mais moi je suis du Finistère. Heureusement qu'il y a eu une révolution agricole avec Alexis Gourvenec, la cicade Saint-Paul-de-Léon, mais nous, c'est l'ail, la pomme de terre, l'oignon, le chou-fleur et l'artichaut. C'est limité. Hein. Ouais. Heureusement qu'il y a la fraise de Plougastel. Hein, Très bien, mais en tout cas, on a retenu la porte ouverte. Voilà. Je retiens, monsieur. Hein, et si vous voulez nous donner des expérimentations ou on est preneurs. La mise en valeur des produits français, des produits de proximité. Alors, Daniel Gremillet, une dernière question. Micro, Daniel, je crois qu'il ne marche pas. Pardon. Oui, comment expliquez-vous le fait que la ferme France perde aujourd'hui une grande partie, soit en décroissance sur les produits à entrée de gamme? La faute à qui? Et la faute à quoi? Eh bien, vous voyez, merci ça me permet de... Il faut remettre du marketing, il faut remettre du commercial dans tout ça. D'accord? Il n'y a pas de grande difficulté. Il y a un moment difficile, la météo, la géopolitique, l'arrivée de nouveaux compétiteurs. Hein, l'Ukraine, qu'elle soit dedans ou dehors, ça va être un sacré compétiteur. La Russie, malgré les sanctions, aujourd'hui, ça pèse énormément sur les cours du blé. L'arrivée, l'investissement au Maroc, même en Algérie, y compris avec le Crédit Agricole français, y compris avec des fonds d'investissement. Cette espèce de vision du village gaulois qu'on avait avec notre potion magique et qu'on pouvait envoyer Astérix chez les Helvètes et tout ça, et qui viendront pas, les Romains ne passeront pas, évidemment, faut sortir de ça, quoi. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a plusieurs types d'agriculture. Il y a une agriculture vivrière qui est sur la bonne voie et qui n'est pas trop dépendante des cours. Il y aura toujours des circuits courts, il y aura toujours... Mais je vois bien dans le nord de l'Italie, là, ça se développe bien aussi, mais quand même, tous les pays du Nord n'ont pas ça, quoi. Donc, il faut investir là-dessus. Après, sur l'agriculture exportatrice, il faut redonner de la valeur. N'oubliez pas un truc, hein, c'est... Nous, quand on parle de notre agroalimentaire, de l'agriculture française, on est très heureux, et je trouve ça vachement bien, on parle de Top Chef et on parle de l'art culinaire français, d'accord? Les Italiens, ils deviennent premiers... Leur produit phare, c'est des pâtes. Hein, et même un conducteur de Ferrari, il va vous parler des pâtes à l'italienne. Donc, le marketing, la manière de créer de l'affect, de la valeur autour des productions françaises, on a beaucoup d'agriculteurs qui savent le faire. Il y a beaucoup de savoir-faire.
Mais il faut travailler commerçants et commerçants à l'export et commerçants sur le marché français. C'est pour ça, c'est un peu ma conclusion. Il y a crispation parce que tous les industriels et tout le monde est impacté par la révolution numérique, par l'élargissement du nombre de concurrents, par les variations de taxes. C'est compliqué d'être bordelais ou charentais en cognac aujourd'hui, tout ça. Mais peut-être que moi j'ai connu une époque où les ministres de l'Agriculture mettaient tout le monde dans le même pot. On se disait pas l'Europe veut pas. On disait d'abord videz votre sac et puis après on regardait comment on pouvait. Cette époque-là n'existe pas pour moi aujourd'hui. Hein. Donc ça fait quand même. Jusqu'à Le Foll, on essayait de travailler quand même beaucoup plus main dans la main, quoi. Et donc, pour vous, c'est le politique qui fait que vous ne travaillez plus main dans la main ? Je me garderais bien de dire ça. Oui, parce que franchement, il faudrait que vous nous le démontriez. Donc je ne l'ai pas dit, ouais. D'accord. Et on a la même Europe que nos concurrents voisins. Je pense qu'on pourrait, le politique pourrait, et dans le cadre de la décentralisation, je pense que le politique pourrait être facilitateur. Vous savez, quand on prend le même train, quand on a des enfants vont à la même école, on ne se parle pas de la même manière que quand c'est loin, quoi. Hein, voilà. Moi, je crois, en Allemagne, il n'y a pas de dissociation des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie. Hein, et ça fait combien de temps que la distribution est rentrée dans les filières ? 4 ans, 5 ans. On n'était pas dans les filières de notre fait ou de leur fait. Hein, je ne fais pas de polémique. Donc là, aujourd'hui, la charte qu'a signée la FCD et tout ça, c'est une volonté réciproque, industriels et grands distributeurs qui l'ont signé, que ça se passe mieux. Moi, je ne participe pas aux discussions, mais à la fin des négos, je viens quand même voir, y compris les industriels qui sont au siège, si tout va bien. Je suis là avec ma boîte de chocolat et de macarons, j'écoute. Voilà, je crois au rapport humain. Ah bah faut nous les envoyer, ceux qui vous disent qu'il se passe bien. Vous préférez les macarons peut-être, oui. Et avec les macarons, on veut bien aussi les macarons, mais en tout cas nous envoyer les distributeurs qui vous disent que ça se passe bien. Madame la rapporteure, vous n'avez plus de questions ? Non, c'est tout bon ? Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci beaucoup à vous de vos questions. Et n'hésitez pas, vous avez un questionnaire ? On vous a envoyé quelques questions complémentaires, donc n'hésitez pas à nous porter à notre connaissance tous les éléments qui vous sembleraient importants et que nous n'aurions pas évoqués cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette audition au Sénat permet d'approfondir les mécanismes de fixation des prix dans la grande distribution et leurs conséquences pour les consommateurs et les producteurs. Pour continuer à suivre les travaux parlementaires en toute transparence, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo.